Alors, tout ceci a donné naissance à quoi? Au Conseil national de la résistance à la libération. Conseil national de la résistance où l'on voit de gauche à droite, au fond, Jacques Debut-Bridel de la Fédération républicaine, Pierre Villon du Front national qui était un mouvement communiste à l'époque, Robert Chambéron, Pascal Copeau de Libération Sud, Jacques Lecomte-Boinet, André Mutter, Jean-Pierre Lévy, Pierre Meunier, et devant Gaston Tessier, Joseph Laniel, Georges Bidault, Eugène Ribière, Daniel Mayer, Paul Bastide, Auguste Gillot, Louis Saillant, tous ces gens venant de tous les horizons politiques et syndicaux français qui s'étaient regroupés derrière Charles de Gaulle. Alors il faut entrer dans le détail. Qui a participé à l'élaboration de ce fameux programme du Conseil national de la résistance? Les représentants des 8 grands mouvements de résistance. Pierre Villon, du Front national, mouvement communiste, je signale, à l'époque. Roger Coquoin, pour ceux de la libération, c'était le titre de son mouvement, qui étaient des gens de droite, venus du Parti social français, un mouvement très très à droite, favorable à un fort pouvoir présidentiel, mais qui s'était déclaré hostile au fascisme et à l'antisémitisme. Il y avait Jacques Lecomte-Boinet pour ceux de la résistance, qui étaient des résistants apolitiques, des patriotes, qui ne faisaient pas de politique sauf qu'ils voulaient défendre la France. Il y avait Charles Laurent pour Libération Nord, c'étaient des socialistes qui n'étaient pas communistes, de la SFIO ou de la CFTC. Il y avait Pascal Copeau pour Libération Sud, un mouvement syndical et des militants de gauche. Il y avait Jacques-Henri Simon de l'organisation civile et militaire qui représentait des bourgeois, des petits commerçants, des anciens combattants, des professions libérales et universitaires, beaucoup de conservateurs, des gens bien à droite, souvent favorables au maréchal Pétain eux-mêmes, mais qui étaient hostiles à l'Allemagne et à la Révolution nationale et qui s'étaient joints aussi à la résistance. Mais ça veut dire que les autres les avaient aussi acceptés. Il y avait Claude Bourdet pour Combat, qui étaient des gaullistes. Il y avait Eugène Claudius Petit pour Franc-Tireur, qui étaient des radicaux, des républicains, des anciens communistes. Et puis à tout ceci s'ajoutaient les représentants des 2 grands syndicats d'avant-guerre, Louis Saillant pour la CGT, des socialistes non communistes avant-guerre, Gaston Tessier pour la CFTC, c'est-à-dire des chrétiens. Et puis s'y ajoutaient encore les représentants des 6 principaux partis politiques de la Troisième République, André Mercier pour le Parti communiste français, André Le Trocker pour la SFIO des socialistes non communistes, Marc Rucard pour les radicaux du centre-gauche, Georges Bidault pour les démocrates chrétiens du centre-droit, du chrétien, Joseph Laniel pour l'Alliance démocratique, la droite modérée, la droite laïque, Jacques Debut-Bridel pour la Fédération républicaine, la droite conservatrice et catholique. Et tout ce petit monde s'est rassemblé pour libérer la France. Alors quels sont... J'ai fait figurer ici une des plus belles médailles que je connaisse, qui a été faite à la Libération par Pierre Turin, et qui représente, comme vous le voyez en 1944, une Marianne qui a une chaîne, et puis il y a une main qui arrache la chaîne qu'elle portait à son cou. Quelles sont les leçons de la Libération? Premièrement, c'est que la France n'a pu retrouver rapidement sa liberté et son indépendance que par l'union provisoire. Ils étaient en désaccord sur tout, toutes les personnes dont je viens de parler. Ils étaient en désaccord sur plein de choses. Mais ils avaient un point d'accord, c'est qu'il fallait que la France soit un pays libre et que les Français soient libres. Donc, la France n'a pu retrouver sa liberté et son indépendance que par l'union provisoire des Français de toutes les origines et de toutes les opinions politiques. Deuxièmement, cette union au sein du Conseil national de la résistance aurait été impossible si elle avait eu lieu sous la direction du Parti communiste français, qui pourtant était un parti qui représentait 28% à l'époque des électeurs, un parti très puissant, et qui avait d'ailleurs été la principale ossature de ce que l'on appelait la résistance de l'intérieur. C'eût été impossible parce que les Français de droite ne s'y seraient jamais ralliés.
Mais cette union au sein du CNR aurait été également impossible sous la direction d'un parti de droite, ou a fortiori d'extrême droite, pour la raison simple que les Français de gauche ne s'y seraient jamais ralliés non plus. Et donc, le Conseil national de la résistance n'a été possible que grâce à la personnalité d'un homme, Charles de Gaulle. Quoiqu'étant un militaire qualifié d'homme de droite, à l'origine, bien qu'il avait été proche du maréchal Pétain dans les années 20, qui avait fait son début de carrière, il avait su s'élever au-dessus de son appartenance d'origine, de sa classe sociale, diraient les communistes. Il avait su s'élever au-dessus de son appartenance d'origine et transcender le clivage droite-gauche pour rassembler les Français autour de l'essentiel. Et c'est sa constance, son désintéressement, l'exactitude de ses analyses stratégiques année après année et son intransigeance au cours des 4 années de guerre qui avaient fini par convaincre toutes les factions. Elles auraient peut-être chacune préféré quelqu'un d'autre, mais toutes les factions s'étaient rendues compte que finalement il était le seul capable de les rassembler. Le seul capable parce qu'il était le plus grand dénominateur commun à tout le monde. Et ce Conseil national de la résistance a donc produit un programme